C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les violences sexuelles dont ont été victimes les élèves finalistes du secondaire à Isiro, dans la province des Hauts-Ouélé, à la suite d'une attaque armée par des bandes non autrement identifiées, appellent à une enquête moins passionnelle. C'est du moins l'avis de la société civile de cette province. Commentaire signé Dorcas Mbano. Plus de 30 élèves ont été violés dans la nuit du dimanche à lundi dernier dans la province d'Ouélé, notamment dans la ville d'Isiro, par les hommes armés non autrement identifiés par les victimes et par la population. En commettant ces forfaits, les violeurs ont dépouillé les victimes de leurs objets de valeur, argent, téléphone et bijoux. Après cet acte ignoble, les élèves violés ont été immédiatement pris en charge et leur état n'est pas en danger, mais seulement les traumatismes qu'on observe dans leur visage. Ce n'est pas pour la première fois que les actes de violence faits à la femme sont l'objet de dénonciations et cela se fait dans les juridictions de l'État. Malheureusement, dans la plupart des cas, les auteurs de viols, violences et harcèlements sexuels à l'endroit de la femme ne sont pas punis à la rigueur de la loi en République démocratique du Congo, chose qui ne favorise pas la lutte contre tous ces fléaux. Et souvent, quand ces actes sont commis, les victimes n'arrivent pas à dénoncer, comme est le cas de ces filles, dont quelques-unes ont préféré de se taire et les autres ont pris le courage de dénoncer. La dernière rencontre entre Théodore Ngoy et Martin Fayoulou, tous deux candidats à la dernière élection présidentielle, ne cesse de faire parler d'elle, surtout lorsque les deux personnalités s'accorderaient à établir une corrélation entre la dernière nomination du chef de l'État à la magistrature suprême et une probable violation de la Constitution dans son article 158, assimilable à la haute trahison. Georges Kapiamba, avocat et président de la CAGE, a réagi en duplex à ce sujet. Interrogé par Deborah Bisseka. Suivez. Président à la Cour de cassation, à l'esprit, à la lettre de la loi, parce que ces nominations ont été proposées par le Conseil supérieur de la magistrature conformément à la Constitution mais aussi à la loi en vigueur. Il n'y a pas de nomination à faire passer par le Congrès. Par contre, le Congrès peut être sollicité pour désigner parmi les trois juges de la Cour constitutionnelle qui sont censés être nommés à l'initiative du Congrès. Et dans le cas d'espèce, les deux magistrats ont été nommés comme juges à la Cour. Pour passer par le Congrès, il faut que ce soit des nominations qui concernent les trois magistrats qui doivent être nommés à l'initiative du Congrès parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Mais les deux qui ont été nommés à la Cour de cassation ont été nommés en tant que juges constitutionnels à l'initiative du Conseil supérieur. Donc, il n'y avait pas nécessité ou obligation à passer par le Congrès. Le tirage au sort, ça c'est autre chose. Le tirage au sort, je dois vous avouer que depuis que la Cour constitutionnelle a été mise en place, il n'a jamais eu lieu. Même lorsqu'il y a eu de nouvelles nominations à la Cour constitutionnelle pour remplacer notamment un des juges qui était décédé, Kalonda, pour remplacer deux Banyako et Sambo qui avaient démissionné, ils n'étaient jamais passés par le tirage au sort. Ils ont été immédiatement remplacés. Et donc, s'il doit y avoir tirage au sort, je crois que ça doit reprendre à partir de l'année prochaine. La Grande-Bretagne s'accorde à accentuer sa présence en termes de contribution dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. L'ambassadrice britannique en poste à Kinshasa, Emily Maltman, a confirmé cette volonté au Premier ministre congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, au cours d'une audience lui accordée. Jean Pinchonji, commentaire.
L'accompagnement du gouvernement britannique pour une amélioration sans accroc du climat des affaires a été le maître mot d'Emily Martman, ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, à l'endroit du chef du gouvernement congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous avons un programme qui était conçu il y a plusieurs années, il y a 6-7 années, qui va continuer, et c'est un appui au niveau des secteurs de santé dans plusieurs provinces au Congo. Mais nous avons ajouté de l'argent dans notre programme d'aide humanitaire pour répondre à la situation Covid, et aussi une aide particulière pour la ville de Kinshasa qui équipe quelques centres médicaux avec l'équipement important pour répondre à la situation avec la pandémie. Le programme santé, c'est plusieurs, j'ai pas les chiffres devant moi, c'est plus que 120 millions depuis le début du programme. Donc, et aussi ici à Kinshasa, on a dépensé 2 millions pour le programme rapide qu'on a créé pour répondre à Covid. Et nous avons aussi les programmes qui répondent à la situation humanitaire dans d'autres provinces du pays qui aussi est vers 80 millions depuis quelques années. D'autres domaines d'accompagnement comme la santé et l'éducation ont été également évoqués. Les 120 millions de dollars américains déjà mobilisés par la Grande-Bretagne seront appuyés par d'autres moyens techniques dans le secteur de la santé et de l'industrialisation. La diplomate britannique s'est engagée au nom de son gouvernement pour voir le nombre d'entreprises anglaises en RDC aller crescendo. Autre chose, la MONUSCO, mission onusienne en République démocratique du Congo, a repris avec ses conférences de presse dans son quartier général du complexe UTESC Africa. La patronne de la MONUSCO, Leila Zerugui, a de manière très significative prêché par le respect de gestes barrières face à la Covid-19. D'autres questions sur la sécurité ont été également débattues. Reportage. Après 5 mois d'état d'urgence dans tous les territoires nationaux suite à la pandémie du coronavirus, la MONUSCO vient de reprendre ses conférences hebdomadaires. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerugui, a exhorté la presse au strict respect des mesures barrières. Se conformer aux mesures prises par les autorités d'abord, parce que nous vivons dans ce pays, nous devons respecter les décisions prises par les autorités, suivre aussi les instructions qui nous viennent de notre HQ, qui nous viennent de New York, qui nous viennent bien sûr de l'Organisation mondiale pour la santé. Et nous avons aussi pris des mesures pour nous adapter sans pour autant arrêter tout ça. C'est indispensable pour nous de continuer à travailler, à mettre en œuvre notre mandat, à appuyer les autorités, à appuyer les populations. Le massacre perpétré sur les élèves lors de TENAFEP à l'est du pays n'ont pas laissé indifférente Leila Zerugui. Il y a des mesures qui sont prises par les autorités. Nous ne sommes pas, si on n'est pas sollicité, on ne va pas venir dire on va sécuriser les écoles s'il n'y a pas une demande. S'il y a une demande, on en fait. On n'était pas certainement associés. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a pensé que les groupes armés vont venir attaquer des enfants qui passent les examens. Je pense que c'est des mesures qu'il faudrait prendre à l'avenir. Il faudrait s'assurer que même ces centres d'examen, parce que je pense que quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas penser à ça, parce que c'est des zones où on n'est pas dans une zone où, si c'était dans la zone où c'est les ABF, c'est des zones où vous avez des groupes locaux. Donc ça ne vous vient même pas à l'idée qu'un groupe local va aller attaquer les enfants du village alors qu'ils prétendent défendre la communauté, qu'ils prétendent soutenir les communautés, ils ont un agenda communautaire, ils vont tuer des enfants qui passaient leurs examens.
Les adeptes de la coalition Lisanga Lumumba continuent à faire pression sur l'ambassade de Belgique à Kinshasa pour le rapatriement du reste du corps de Patrice Emery Lumumba. Ils sont allés dernièrement exprimer leur désaccord quant à la lenteur de procédure qui n'avance presque pas. Commentaire signé Mario Ambongo et Rodi Louadio. Après le sitting devant l'ambassade de la Belgique le lundi 31 août, l'ASBEL Lisanga Lumumba Lilou en sigle a tenu un point de presse ce mardi 1er septembre 2020 devant ses militants pour faire la restitution du dépôt de leur mémo déposé le lundi 31 août à l'ambassade de la Belgique. L'un des leaders, Thierry Badiba, le porte-parole de Lilou, a pendant le point de presse expliqué le sens de cette démarche. Pour l'intérêt de toute la nation, on ne cherche pas à ni l'argent ni quoi que ce soit, mais nous voulons valoriser ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour nous. Et demain, ça sera moi, après demain, ça sera l'autre. Donc nous devons commencer d'abord au commencement afin de baliser notre avenir. Donc c'est une démarche de l'espoir pour le peuple congolais. N'exclut pas la restitution du corps de nos 3 héros. Vous pouvez vous excuser, c'est pas mauvais, mais cela ne vous donne pas le droit de conserver le corps de nos 3 héros. Excusez-vous, oui, mais restituez le corps. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a assassiné votre enfant, il vient, il s'excuse, mais il ne vous donne pas le corps. Le droit de s'excuser ne vous donne pas le droit de conserver le corps de Lumumba jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons dire au roi. De la même manière, il a eu le courage de s'excuser, qu'il ait le même courage pour nous restituer le corps de nos 3 héros. C'est ce que je peux dire. Par rapport à l'assurance, nous avons toutes les... Il y a d'autres preuves que nous ne pouvons pas brandir ici, mais nous avons toutes les preuves qui montrent à suffisance que le corps de nos 3 héros se trouve en Belgique, les preuves que la Belgique n'a jamais nié. Il faut rappeler que Lisanga Lumumba réclame toujours le rapatriement du corps du héros national Patrice Emery Lumumba ainsi que de ses compagnons Okito et Polo Maurice. En société, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du marché moderne du quartier Matadi-Kibala d'une capacité d'environ 1300 tables. Le coût de travaux est évalué à 5 044 631 $ américains. Grace Ngoma a signé ce reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, a posé la première pierre de construction du marché moderne de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Les travaux vont commencer après le déménagement des marchands qui occupent actuellement ces marchés. Cette œuvre sera matérialisée grâce au programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa Papakine, projet qui s'occupe des petits producteurs maraîchers, les différents vendeurs de vivres et non-vivres grâce au financement des fonds internationaux de développement agricole FIDA. Ce marché moderne aura une capacité d'accueil de 1300 étalages et dont le coût a été évalué à 5 44 631 000 $ américains. Voilà, les sénateurs élus de la ville-province de Kinshasa continuent à peaufiner leur stratégie pour amener l'autorité de la ville à promouvoir le bien-être de la population de Kinshasa, de plus en plus meurtrie par une précarité de la vie sans précédent. Mario Ambongo et Véambata. Pendant plus d'une heure, les sénateurs élus de la ville de Kinshasa ont échangé avec le directeur AI de la BCECO, M. Théophile Matondo Mbungu. La préoccupation des sénateurs élus est celle de la population quinoise sur le fonctionnement des stades municipaux de Kinshasa. Sur les 4 construites, 3 fonctionnent déjà et 1, celui de la commune de Bandalonga, qui n'a jamais été achevé. Ensuite, s'enquérir sur d'autres dispositions concernant d'éventuels projets à mettre en œuvre, toujours dans le domaine des infrastructures sportives dans la ville de Kinshasa et aussi d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Théophile Matondo Mbungu, directeur AI de la BCECO, explique. Les sénateurs ont exprimé les attentes de la population en rapport avec l'utilisation des stades municipaux. Comme vous le savez, le gouvernement central a financé la phase pilote de construction des stades municipaux dans la ville de Kinshasa. Et à ce titre, 3 stades étaient terminés. Et un 4e stade était en cours d'exécution. Mais faute de financement, le projet s'est arrêté
à ce niveau. Il était question de voir, premièrement, comment réunir les conditions pour une utilisation effective des stades qui sont déjà terminés, mais aussi comment est-ce que nous pouvons faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour pouvoir finaliser, pour la ville de Kinshasa, finaliser la construction, les travaux de construction du stade de Bandar, mais aussi dans quelles conditions on peut poursuivre ce programme de mise en place des infrastructures sportives à travers le pays. Le travail de fond qu'accomplissent les sénateurs élus de la ville provinciale de Kinshasa sur les projets à impact visible, la suivi semble déjà apporter leurs fruits. Juste question de temps. À la SCTP ex-ONATRAL, les agents lors de la dernière assemblée générale ont salué la mesure du chef de l'État, seule relative à la suspension de façon drastique et quasi permanente de tout le port privé qui font régulièrement concurrence déloyale au port de Boma et celui de Matadi. L'assemblée générale s'est déroulée dans les bâtiments administratifs de la SCTP. Ralista Bola et Jires Natouba, en reportage. Après plusieurs remous, enfin, SCTPT, ex-ONATRA, est allé en Assemblée générale. Cette Assemblée intervient à la suite de la décision du président de la République de suspendre tous les ports œuvrant illégalement au niveau de la République démocratique du Congo. Acte salué par les syndicalistes qui estiment que, à l'issue de cette Assemblée, les lignes vont bouger. La SCPT en a vraiment besoin. La plupart de ces ports, lorsqu'il y a accostage des navires, il y a des navires où on décharge la nuit, 2 heures, 3 heures. Et les gens, nature des marchandises, personne parce que, et quand vous lisez même les comptes rendus au Conseil des ministres, il y a des problèmes de sécurité. Ces ports exposent le pays. Et les propriétaires de ces ports, c'est des dinosaures de la chirurgie. Ils se sont cachés derrière les opérateurs privés pour anéantir, privatiser. L'entreprise est privatisée du point de vue exploitation. Et que l'objet social de la SCTP, c'est rendre les services. Aujourd'hui, cette entreprise ne tourne. Et vous avez vécu la joie des travailleurs, du peuple congolais. Ils ont manifesté vis-à-vis du chef de l'État pour soutenir cette décision salutaire. Et deuxième, c'était rendre compte aux travailleurs. Les temps liés à la construction des ports en eau profonde, la vision du chef de l'État et la position de la SCTP manifestée par les travailleurs. Nous voulons que la gestion du port en eau profonde soit confiée à la SCTP et non aux opérateurs privés. Aussi, c'était rendre compte aux travailleurs, aux saisies des comptes. Nous sommes victimes avec la complicité interne des fils de maison de la SCTP, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui travaillent ou des cadres qui travaillent dans des différents services qui donnent les informations au privé. Tous nos comptes, à l'heure où nous parlons, sont saisis. Aujourd'hui, des voix s'élèvent et demandent que les ports qui ont été privatisés reviennent de plein droit à l'ex-ONATRA. Voilà, en dehors de nos frontières, sachez que la fragilité de la santé actuelle du président rwandais Paul Kagame laisserait déjà la place à des ambitions plus ou moins discrètes et d'autres assez affirmées. Les dissensions entre le camp Louise Mishikiabo et James Kabarebe sont de plus en plus visibles. Une opinion assez avertie à Kigali évoquerait déjà la guerre civile, la guerre de succession plutôt. Commentaire signé Jean Pinjonji. L'information n'est pas encore rendue officielle par l'État rwandais et qu'elle fait déjà l'effet d'une bombe. Le longiligne Paul Kagame du Rwanda est agonisant dans un centre hospitalier à Londres, capitale britannique. Selon le quotidien britannique Dual Post, le chef de l'État du Rwanda souffrirait d'un cancer de glioblastome, une tumeur très maligne qui s'attaque atrocement au système nerveux et endommage rapidement le cerveau humain. À ce cancer, pour Paul Kagame, s'ajoutent des graves symptômes du coronavirus qui l'ont placé depuis quelques heures sous assistance respiratoire.
territoire. Dans cette incertitude, quant au pronostic vital du chef de l'État rwandais à Kigali, l'agitation est quasi permanente dans le rang des officiels rwandais. L'on parle déjà de deux blocs, celui de Louis Mushikiwabo, actuel secrétaire général de la francophonie, pressenti successeur de l'actuel homme fort du Rwanda, affaibli par la maladie. Le camp Louis Mushikiwabo devra s'affronter, selon certaines sources, au groupe de James Kabarebe, général de l'armée, qui récuserait toute initiative déjà amorcée par l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Comme pour dire à Kigali, la guerre de succession est bel et bien déclenchée. L'arrivée le dimanche dernier à Londres d'une importante délégation du gouvernement rwandais avec plus de 40 personnes ne donne l'ombre d'aucun doute sur la panique qui règne à Kigali, capitale du Rwanda, et dans d'autres localités de la République de Paul Kagame. La guerre Hutu-Tutsi pourrait refaire surface et raviver les velléités de l'antipathie entre les deux ethnies. Les observateurs parleraient déjà du syndrome Paul Kagame qui pourrait avoir un effet domino même en République démocratique du Congo. Pour les avertis, ça c'est une autre histoire. À 62 ans, Paul Kagame, selon le gouvernement britannique, devra s'interroger sur l'héritage qu'il laisserait aux Rwandais et des réponses claires quant à son éventuel successeur. Voilà, c'est en fin du mois de septembre 2020 que le comité Kasonga Chilunde de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, va organiser le prochain congrès de professionnels de médias congolais. Une conférence de presse a donné de précisions à cet effet. Reportage de Grâce Ngoma. Suivez. C'est depuis l'année dernière 2019 que l'UNPC a écrit au gouverneur Atumba Tumbwana pour le congrès qui aura lieu au mois de septembre 2020 du 21 au 24 septembre au Congo central, dans la cité côtière de Mwanda, afin de lire les nouveaux animateurs et d'échanger sur la pratique professionnelle. Le président de l'UNPC explique la démarche. D'une manière générale, quand on organise le congrès n'a pas de thème. Le congrès a un ordre du jour déjà fixé par les statuts. Donc on va aller pour faire le rapport, modifier les statuts, le cas échéant, et élire les nouveaux animateurs de la structure. Donc, le nombre de participants, ça ce sont les détails de l'organisation qui ne peuvent pas être... Donc, c'est autour de 100 personnes. Les délégués vont venir de toutes les provinces du pays. Et d'ici, nous prenons les bus jusqu'à Mwanda. Ça va permettre à tout le monde de visiter aussi le Congo central, parce qu'il y a même des Quinois qui n'ont jamais été là-bas. Il y a des provinces, les nouvelles provinces, qui n'ont pas encore les sections de l'UNPC. On va prendre toutes les nouvelles provinces qui ont des sections, ils vont venir, et il y a des provinces même où il n'y a pas de médias. Même la RTNC qui est seule là-bas n'aimait pas. Alors à partir de ce moment-là, il est difficile d'inviter une telle province. C'est ainsi que le comité qui sera élu aura comme tâche de faire le tour de toutes ces provinces, de voir là où c'est viable, où on peut installer un comité local, afin que l'UNPC joue vraiment son rôle d'être installé sur tout le territoire national. Voilà, en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo serait candidat à la prochaine élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain. Déjà, deux voix s'élèvent pour brandir sa condamnation par la justice ivoirienne qui pourrait le mettre en position d'inéligibilité. Les avocats de Laurent Gbagbo s'activent pour battre en brèche toutes ces allégations et croire aux chances de leurs clients et comptent le rendre éligible. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette édition. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez branchés au programme de Canal King Télévision. Au revoir.